Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on attaque un sujet pointu, la stratégie poker post-flop, en s'appuyant sur le guide au-delà des tableaux. L'idée, c'est vraiment de distiller l'essentiel pour naviguer après le flop. Mais tout commence avant, hein? Ah oui, tout à fait. Le post-flop, c'est là où ça devient complexe. Mais sans des fondations pré-flop solides, on est perdu. Ce guide le dit bien, la base d'abord, ensuite on voit pour les flops, turns et rivers. C'est fondamental. Ok, alors parlons de ces fondations. Le guide donne des tableaux pré-flop, GTO on dit. Par exemple, quoi jouer quand on est premier à parler, UTG, ou au bouton. Mais c'est pas juste du par cœur, c'est ça l'idée. Pourquoi c'est juste une ligne de base? Exactement. Parce que ces tableaux GTO, ils partent du principe que tu joues contre des robots parfaits, ce qui n'arrive jamais, soyons clairs. C'est un point de départ théorique, une sorte de jeu idéal. La vraie compétence, c'est de repérer les failles de tes adversaires, les vrais joueurs en face, et d'adapter ta stratégie pour en profiter. C'est ça le jeu exploitant. Ah d'accord. Par exemple, si un joueur se couche trop souvent quand tu le surrelances, bien tu vas le surrelancer en bluff bien plus souvent que ce que dirait le tableau GTO pur. Je vois, c'est là qu'est la finesse. Et la forme des ranges, linéaire ou polarisée, ça aide à visualiser ce qu'on représente? Tout à fait. Une range linéaire, c'est simple. Que les meilleures mains possibles, dans l'ordre. Typique quand on ouvre en début de parole, genre UTG. Une range polarisée, elle, contient les deux extrêmes, des mains très très fortes et des bluffs. On enlève le milieu. C'est souvent le cas pour une surrelance, un 3-bet. Et pour choisir les mains à jouer pré-flop, il y a des critères clés? Oui, bien sûr. L'équité brute, donc la force pure de la main, mais aussi la jouabilité. Est-ce que la main peut faire des gros jeux post-flop, genre 8 et 7 de la même couleur, ça fait des quintes, des couleurs. Et puis, les bloqueurs, c'est important ça. Avoir un as, par exemple un as-5 assorti, ça bloque certaines grosses mains chez l'adversaire, comme as-roi ou une paire d'as. Du coup, ça rend tes bluffs plus crédibles et plus rentables. D'accord, pré-flop c'est clair. Maintenant, le gros morceau, le post-flop. Là, ça se corse vraiment. Quels sont les concepts essentiels à piger? Alors, il y en a plusieurs, mais deux dominent. L'avantage de range et l'avantage de nuts. Ok, L'avantage de range, c'est qui de moi ou de l'adversaire a une range qui a le mieux connecté avec le flop. Par exemple, sur As-Roi-7 sans couleur possible, celui qui a relancé pré-flop a souvent un gros avantage car il a plus d'As et de Roi dans sa range que celui qui a juste suivi. logique. Et l'avantage de nuts. C'est qui a le plus de mains max, les fameuses nuts ou quasi-nuts, dans sa range. Qui peut avoir la meilleure main possible. Ces deux avantages, plus la position on parlait en dernier, c'est un avantage énorme. Et le SPR, le ratio tapis-spot. Tout ça, ça va guider nos décisions à chaque street. Ok, zoom sur le flop. L'action la plus courante de celui qui a relancé pré-flop, c'est le c-bet, le continuation bet. Mais le guide dit, ok, attention, c'est pas automatique. Ah non, loin de là. C'est une erreur de débutant de s'y bet 100% du temps. La texture du flop, comment les cartes sont connectées, c'est ça qui dicte la stratégie. Le guide simplifie ça en 3 types de flops. C'est assez pratique. Vas-y, je t'écoute. Type 1, le flop tout sec avec des cartes hautes, genre As-Roi-7 sans tirage couleur. Là, ton avantage de range est souvent énorme. Du coup, stratégie simple, on s'y bet très très souvent, proche de 100%, mais on mise petit, genre un tiers du pot. On met la pression à moindre coût. D'accord, ça c'est clair. Type 2? Type 2, le flop semi-coordonné. Par exemple, Roi 8-2 avec un tirage couleur possible. Là, l'avantage diminue un peu. On va s'y bet encore assez souvent, mais on commence à checker certainement moyennes pour se protéger, pour équilibrer. La taille de mise peut varier un peu plus. Et le dernier type, le plus dangereux. Voilà, type 3, le flop très coordonné, très humide, comme on dit, genre valet 9-8 avec plein de tirages quintes et couleurs. Là, souvent, on n'a plus d'avantage de range, ou très peu, donc la stratégie change du tout au tout. On devient polarisé, c'est-à-dire qu'on mise uniquement avec nos très bonnes mains pour la valeur et avec nos meilleurs bluffs ou semi-bluffs, ceux qui ont du potentiel ou de bons bloqueurs. Et on mise cher, genre 3/4 du pot. Tout le reste, les mains moyennes, les tirages faibles, on check. Du coup, la fréquence de c-bet chute énormément, vers 30-40% seulement. Ok, très intéressant cette adaptation. Et si on est celui qui subit le c-bet, on fait quoi? Quelles options? Face à un c-bet, t'as plusieurs options défensives. Le plus simple, c'est check call, tu payes juste.
souvent avec des mains moyennes, des tirages corrects. Après, tu as le check raise. Là, c'est plus agressif. Tu check, l'autre mise, et toi, tu relances. C'est aussi souvent polarisé. Tu fais ça avec tes monstres ou avec de bons semi-bluffs. Et le float, j'ai entendu ce terme. Oui, le float, c'est payer le six-bet en position sans avoir une main très forte, mais avec l'intention de bluffer plus tard, sur le turn ou la river, si ton adversaire monte de la faiblesse. C'est un peu plus avancé. D'accord. Bon, on avance. Turn et river, ça devient encore plus crucial, j'imagine. Souvent, oui. Le turn, c'est un peu le carrefour. Une carte brique qui change rien, ou une scare card, une carte qui fait peur. Tuer un as, ou une carte qui complète un tirage évident. Exactement. Et ça peut tout changer. Si tu as 6 bêtes le flop et que tu mises à nouveau au turn, c'est le double barreling. Faut le faire de façon équilibrée, en valeur, en semi-bluff, parfois en pur bluff avec de bons bloqueurs. Et la river, c'est la fin de l'histoire. C'est la dernière décision, oui. Soit tu mises pour être payé par moins bien, c'est le value bet, parfois c'est très fin, on parle de thin value. Soit tu tentes un dernier bluff. Et si c'est l'adversaire qui mise, tu dois décider si tu payes pour attraper un bluff. C'est le bluff catching. Là, faut regarder les codes du pot et essayer d'estimer à quelle fréquence il bluffe. C'est lié au concept de MDF, la fréquence de défense minimale. Piouf, c'est dense tout ça. Comment on fait pour vraiment intégrer tout ça et progresser? Le guide part d'un processus, non? Oui, c'est ça le plus important, le travail régulier. Le guide mentionne des outils, bien sûr, des logiciels comme Flopzilla pour voir comment les ranges touchent les flops, ou des solvers comme GTO Wizard, PioSolver pour étudier la théorie pure. Mais l'essentiel, c'est la revue de main, analyser son propre jeu de manière structurée. C'est-à-dire? Tu prends une main que tu as jouée, qui t'a posé problème, tu essaies de définir les ranges probables pour toi et pour l'adversaire à chaque étape. Pré-flop, flop, turn, river. Tu analyses tes décisions. Est-ce que j'ai bien joué? Est-ce que c'était GTO? Est-ce que j'aurais pu exploiter une faiblesse adverse? Tu compares, tu réfléchis. C'est ce travail-là qui fait progresser sur le long terme. Ok, donc pour résumer ce deep dive, on commence par une fondation pré-flop solide, bien comprise, pas juste apprise par cœur. C'est la base. Ensuite, le post-flop, c'est une danse complexe. Faut jongler avec les ranges, la position, le ratio tapis-spot, la texture du board. Le 6-bet, c'est pas une recette miracle, c'est une arme à adapter. C'est exactement ça. Et la clé du succès, au final, c'est l'étude. L'analyse critique, encore et toujours. Revoir son jeu, utiliser les outils. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite question pour la route. Le guide nous dit, la GTO c'est la base, la défense, l'exploitation c'est l'attaque ciblée, la compétence qui fait gagner. La vraie question, du coup, c'est comment on devient assez bon pour repérer exactement où et comment l'adversaire s'écarte de la GTO pour pouvoir l'exploiter de façon rentable, mais sans devenir nous-mêmes trop prévisibles et donc exploitables à notre tour. C'est un peu ça l'art du poker.